Bonjour à tous, merci de votre fidélité à Télésud. Bienvenue dans l'entretien du jour qui reçoit pour vous Guy Francis qui est là. Bonjour. Bonjour, M. Mafolo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste culturel, coordonnateur du collectif Rumberos, qui a battu campagne pour l'inscription de la rumba au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Nous allons parler de cette actualité, de cette musique, la rumba, et bien entendu de la question de fond, l'après. Qu'est-ce qui se passe après cette reconnaissance ? Merci en tout cas d'être venu. Alors avant d'évoquer justement cette question de fond, j'aimerais qu'on s'arrête sur l'actualité. On est le 14 décembre 2021, l'UNESCO reconnaît la rumba au patrimoine mondial de l'humanité. Quel est votre sentiment ce jour-là? C'est peut-être le même aujourd'hui encore? D'abord, je voudrais vous remercier infiniment de m'avoir reçu sur votre plateau pour aborder cette question qui me tient tant à cœur, qui est celle de l'inscription de la rumba au patrimoine immatériel de l'humanité. C'est vraiment... comment vous dire? Mon sentiment était un sentiment naturellement de satisfaction. C'est un sentiment de satisfaction, de fierté, parce que nous avons durement battu campagne pour réussir cette inscription qui n'était pas donnée d'avance, parce qu'il faut remplir des critères assez sévères. Et donc, évidemment, nous en sommes très fiers. Pas seulement moi, mais tous ceux qui ont contribué justement à ce que ce genre musical puisse être reconnu au patrimoine immatériel de l'humanité. Je fais allusion notamment au comité que j'ai conduit. On va parler de ce comité justement, on va parler de la campagne en tant que telle pour permettre à celles et ceux qui ne sont pas forcément en phase avec le jargon des classements UNESCO, pour leur permettre de comprendre justement. Alors la rumba congolaise inscrite au patrimoine mondial de l'humanité, ça veut dire quoi? Alors pour aller vite, c'est d'abord la reconnaissance d'une communauté donnée qui a donc travaillé pour, je dirais, amener cette rumba à ce qu'elle devienne, ce qu'elle est devenue, parce qu'il faut bien se rappeler que la rumba congolaise dérive de la tradition, du folklore. Et donc pour qu'elle puisse revêtir l'aspect qu'elle a aujourd'hui, il a fallu qu'un travail soit fait. Donc reconnaître que ce travail est issu du bassin du Congo, là en l'occurrence du Congo-Brazzaville, du Congo-Kinshasa, et aussi un tout petit peu de l'Angola, mais qui n'a pas été associé à la démarche, et un tout petit peu aussi du Gabon. Mais c'est juste un vecteur de rayonnement? Est-ce qu'il y a une subvention derrière? Qu'est-ce que ça change pour la rumba? D'abord, ça change que la rumba, la pérennité de la rumba est désormais garantie, parce que lorsque un patrimoine, un élément est reconnu au patrimoine immatériel de l'humanité, l'UNESCO veille à sa pérennisation. Quoique en ce qui concerne la rumba, elle a déjà fait son chemin. Elle se transmet de génération en génération depuis toujours. À cet égard, on ne devrait pas trop avoir du mal à se faire. Mais en même temps, cette reconnaissance aussi participe du rayonnement. Au moment où on parle de plus en plus du soft power, évidemment, lorsque vous avez réussi à loger sur la liste du patrimoine immatériel de l'humanité un certain nombre d'éléments, naturellement, ça peut avoir des retombées en termes économiques, en termes touristiques, par exemple. Alors, votre collectif est composé d'imminentes personnalités, de journalistes, écrivains, acteurs du monde culturel. On va en citer quelques-uns, si vous le voulez bien. Clément Ossinondé, Anita Ngapi, Marian Fonengombe, Sek Bidens, Théo Blaise Konkou, Feriol Ngasaki, et j'en oublie les meilleurs. Comment avez-vous mené campagne sur le terrain? Qu'avez-vous fait concrètement? Alors, nous avons mené campagne en direction du public, parce que, en ce qui concerne la campagne interne à l'UNESCO, elle ne relève pas de notre niveau. Celle-là relève du niveau étatique. C'est notamment l'ambassadeur du Congo à l'UNESCO, Henri Osebi, qui a battu campagne auprès de ses pairs pour justement parvenir à cette reconnaissance. Nous, en revanche, notre mission était vraiment de nous adresser au grand public, parce que la rumba a un caractère populaire. Et il fallait absolument que nous puissions nous adresser à ce public pour qu'il puisse s'imprégner, qu'il puisse, je dirais, s'emparer de cette thématique qui, naturellement,
ne peut aboutir que si on se rend compte qu'effectivement le public est avec nous. Donc l'opinion publique doit être informée. Il ne s'agit pas simplement de garder la rumba dans ces cénacles administratifs. Il fallait absolument que nous touchions le grand public pour que le public puisse nous suivre. Alors on a utilisé notamment les réseaux sociaux, sur Internet, Facebook, etc. Mais nous avons aussi tenu des réunions publiques. Avec des dessins de terrain dans les bars, par exemple, parce que la rumba, c'est aussi ça. Hein. Évidemment, la rumba, ce sont les bars. En tout cas, nous n'avons raté aucune occasion pour faire passer le message. Partout où nous partions, dans les bars dancing, dans les mariages, à chaque fois qu'on a eu l'occasion de publier, de communiquer avec le public, nous l'avons vraiment fait. Je me souviens, par exemple, que je me suis rendu au siège de l'UNESCO, où j'ai fait un clip personnel que j'ai diffusé dans tous les réseaux, réseaux sociaux, et j'en ai aussi fait un au théâtre de la ville. Là, c'était dans un cadre beaucoup plus institutionnel où il était question de parler du temps des aînés dans le cadre de l'année culturelle l'Afrique. Et donc, j'avais été amené à défendre ce dossier aussi dans un cadre beaucoup plus institutionnel. Il y avait du public majoritairement européen. Alors, pour examiner le dossier de la rumba, l'UNESCO s'est appuyé sur 5 questions, hein, comme par exemple la reconnaissance des communautés locales, l'intérêt des scientifiques pour la rumba et le degré d'implication des États candidats dans sa sauvegarde et sa promotion. Là, le cas échéant, on sait que la candidature de la rumba était portée par les 2 Congos. Ça a été un avantage, le fait que 2 pays se mettent ensemble pour porter cette candidature? Ah bien évidemment, l'union fait la force. Je ne suis pas sûr que si un des 2 seuls pays avait mené campagne, que l'issue aurait été la même. Je ne suis pas sûr. Et donc, et d'ailleurs, parmi les critères, il y a un facteur de cohésion sociale. Il faut prouver que l'élément qui prétend être inscrit au patrimoine immatériel de l'humanité est vecteur de cohésion sociale. Là, en l'occurrence, on voit très bien que le lingala, qui est la langue principalement utilisée dans la rumba, unit au moins 3 pays. Le Congo-Brazza, le Congo-Kinshasa et une petite partie de l'Angola, pour ne citer que ces 3 pays-là où vraiment le lingala est très parlé. 3 pays qui constituaient l'ancien royaume Congo, hein, d'ailleurs d'où vient la rumba. Évidemment, ces 3 pays, et alors il faut un tout petit peu aussi adjoindre le Gabon. Dans une moindre mesure. Le Gabon dans une moindre mesure, mais en tout cas ce sont les 3 pays, comme vous l'avez dit, qui constituaient le royaume Congo, cette fois-ci avec K. Donc bien entendu avant la colonisation. Alors justement, les historiens sont tous d'accord hein, pour reconnaître que la rumba est née là dans l'ancien royaume du Congo. Elle est exportée avec la traite négrière aux Amériques. Comment expliquer par exemple que la rumba cubaine, entre guillemets tirée donc de la rumba congolaise, a été reconnue au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2016 et que la rumba congolaise ne soit reconnue que maintenant cette année? Alors, d'abord, c'est une question d'initiative. Cuba a pris de vitesse les 2 Congos, c'est d'abord ça, parce qu'il faut introduire un dossier assez solide. Et en plus, il fallait que les États puissent se mettre d'accord et de constituer aussi des comités scientifiques. Donc je pense que la primauté, l'antériorité de la reconnaissance de la rumba cubaine par rapport à la rumba congolaise, c'est uniquement une question d'initiative. Le Cuba a été plus rapide que les 2 Congos, c'est pourquoi la rumba cubaine a été reconnue. Et d'ailleurs, ça a même, comment dire, ça failli poser des soucis parce que parmi les éléments qu'il fallait démontrer, il fallait prouver que la rumba congolaise avait des spécificités tout à fait particulières par rapport à la rumba cubaine, parce que si c'était la même chose, il n'y aurait jamais eu de reconnaissance. Non bis in idem. Alors, depuis 70 ans, hein, on va dire, la rumba accompagne les mutations de l'histoire africaine dont elle est témoin, vecteur de mobilisation. Elle a parfois été un instrument de lutte, de revendication culturelle, sociale, politique. On se souvient de l'indépendance tchatcha, hein, devenue l'hymne des indépendances dans toute l'Afrique. On se souvient également des morceaux engagés d'artistes comme Franco ou Franklin Bokaka. Souvenez-vous de Pont sur le Congo. Qu'est-ce qui reste de cet engagement ?
Eh ben, on a l'impression qu'il n'y a plus d'engagement dans la rumba. Cet engagement, il faut déjà le comprendre dans un contexte, je dirais, colonial ou immédiatement post-colonial. Vous avez cité Indépendance Tcha-Tcha, nous sommes en 1960. C'est cette chanson qui a été composée par Jeff Kabasele à Bruxelles lors de la table ronde. Donc nous sommes vraiment dans un contexte tout à fait colonial où il y a un éveil de conscience, il y a le nationalisme naissant. Il est tout à fait normal que la rumba puisse revêtir ce caractère politique à l'époque. Mais aujourd'hui, cette dimension a un tout petit peu disparu. C'est normal. N'empêche que la rumba reste toujours un outil de revendication, pas toujours politique, quoique quelquefois ça prend encore cette dimension. Mais aujourd'hui, je pourrais dire que la rumba a plutôt un caractère, je dirais, de revendication sociale ou de militance sociale. Si vous écoutez les œuvres de Franco, de Rochero, de Pamelo Muka, vous vous rendez compte qu'ils chantent la société. Donc je pense que c'est aussi une forme politique, si on entend la politique comme étant, je dirais, cette science qui gouverne, qui régit les lois de la société. Ça a quand même beaucoup changé hein, avec la nouvelle tendance de rumba portée par Fally Ipupa par exemple, ou Eric Watanabe et les autres. Hein, mais... évidemment, la rumba, c'est pas un élément figé. La rumba doit s'insérer dans les mutations de son époque pour rester en phase. Si la rumba devrait être figée, c'est sûr qu'elle ne serait pas avec nous aujourd'hui. Donc le changement est un gage de pérennité et d'adaptation. Quoi qu'on savoure, hein, bien cette musique qu'on aime écouter, hein, de cette nouvelle génération qui a commencé évidemment avec le Tchatcho de Koffi Olomide, etc. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Que va faire votre collectif? Parce que la reconnaissance est une chose, mais le service après-vente va suivre. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez d'autres projets après cette reconnaissance? Alors, pour nous, le plus dur commence maintenant. Exactement. Nous avons gagné, je pourrais dire, une bataille, mais pas toute la guerre, pour paraphraser De Gaulle. Donc, il nous reste aujourd'hui à réfléchir, à faire des préconisations auprès des gouvernements pour que de cette reconnaissance puisse naître une dynamique nouvelle. Par exemple, nous comptons bien, je dirais, demander qu'au niveau des deux Congos, on puisse bâtir des conservatoires, qu'on puisse bâtir, proposer des festivals, qu'on puisse construire des écoles, qu'on puisse... Un gros travail. Des écoles pour faire quoi? Pour enseigner la rumba. Il faut bien que la rumba soit enseignée, il faut qu'elle soit codifiée, parce qu'il est temps que la rumba sorte de son précaré du bassin du Congo. Il faut que la rumba s'exporte, parce que c'est même ça la définition d'un élément qui rentre dans le patrimoine immatériel de l'humanité. Il faut que la chose s'universalise. Et donc, pour qu'elle s'universalise, pour que, par exemple, le français, l'italien, l'égyptien puissent apprendre la rumba, il faut qu'il y ait, je dirais, des process bien codifiés qui puissent faire que la rumba devienne accessible au plus grand nombre. C'est ça, justement, l'enjeu. Et comment comptez-vous le faire, ces préconisations? Vous souhaitez aller voir des chefs d'État Au moment où nous parlons, nous attendons juste que cette période des fêtes passe. Nous allons reprendre le travail, notre bâton de pèlerin, pour travailler. Et nous allons donc écrire une espèce de livre blanc qui contiendra toutes nos propositions qu'on va envoyer à Brazzaville, autant qu'à Kinshasa, et nous mènerons pression, nous battrons campagne comme on l'a fait, nous sommes déjà rodés. Donc nous ferons la même chose pour que nos préconisations, même si elles ne sont pas acceptées dans la totalité, mais en tout cas que certaines d'entre elles puissent être retenues, parce que c'est le gage même de notre crédibilité. Ça ne sert à rien d'avoir une rumba reconnue et que par la suite, il n'y ait rien. Ce n'était pas vraiment une fin en soi, mais c'était une étape vers d'autres horizons. J'espère que vous serez entendu. Dernière question pour terminer cet entretien. Quel est le dernier morceau rumba que vous avez écouté ou que vous écoutez régulièrement? Alors moi, le dernier morceau rumba que j'ai écouté, c'est Fally Ipupa. Fally Ipupa, c'est dans... Oh là là, le titre m'échappe à l'instant. Aflaye? Oui, Aflaye, voilà. Merci. Voilà, Aflaye, j'ai eu un trou de mémoire, tout à fait. Oui, un joli morceau. C'est une de ses plus belles rumbas.
Voilà, c'est Guy le dernier mot. Francis Thiela, merci d'être venu sur ce plateau. Moi, je vous remercie de m'avoir reçu et j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler un jour. Ben, je l'espère aussi. Le rythme de la rumba est la cadence même du fleuve Congo avec ses secousses vertigineuses, avec ses élans impétueux et fusionnels. C'est par cette phrase de Feu Mfumu, ancien journaliste, ancien président du comité rumba du Congo, que je referme l'entretien du jour. De ce jour, justement. Merci à toutes celles et ceux qui l'ont suivi. À très vite sur Télé Sud.